de merveilleux sourires, vous nous comblez. Quel bonheur de vous voir. Ouais. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas complètement, Laurence Delabaume, moi c'est Jérôme Cécile Offred, nous sommes des explorateurs, donc exploratrices, explorateurs. On fait partie de cette société des explorateurs français, le National Geographic français. Enfin, eux, ils ont Trump, nous on a Macron. Et donc nous sommes chargés ce soir de vous présenter beaucoup de personnages remarquables et en tout cas de vous accueillir avec une joie énorme, profonde. Et juste si vous permettez, je voudrais vous demander de laver la main ceux qui étaient là l'année dernière. Waouh, c'est bien. Ça veut dire que ça vous a plu, vous êtes revenus. Et ceux qui n'étaient pas là et qui sont venus pour la première fois, bravo, bienvenue. Ce festival Lume Explore, des Lumières et des Explorateurs, est le nôtre, mais il est le vôtre aussi. Et donc, on a un petit rituel avec Laurence pour vous accueillir. Les explorateurs, on va un petit peu partout hein, dans l'histoire et dans le monde. On a vu beaucoup de signaux de bienvenue, il y a le salut militaire, il y a plein de saluts. Et nous, on en a choisi un, c'est le salut du petit royaume himalayen du Bhoutan, où nous fûmes il n'y a pas assez longtemps avec quelques amis. On va vous le faire, pour vous accueillir, pour vous remercier d'être là. Un salut plein de générosité, plein de cœur aussi. Oui, le cœur pour aller au-delà de ses limites. On en parle après. Pour l'instant, je voudrais appeler Michel Corny, président des Lumières de l'Éden. Voilà, pour venir déjà vous accueille. C'est moi qui parle maintenant. Voilà, je viens de comprendre. Alors, d'habitude, à ce moment de l'entrée, je raconte qu'il y a une familiarité entre les explorateurs et les anciens opérateurs lumière. Mais ça fait 10 ans que je dis la même chose, donc je vais peut-être changer mon discours et vous rappeler que je suis un éducateur. Et dans l'éducation, il y a un mythe qui est l'école de la seconde chance. Eh bien, Lume Explore, c'est l'école de ma seconde chance. Grâce à Lume Explore, chaque année, je prends un cours de géographie avec Olivier Archambault, leur président. Je vais dans l'espace avec notre ami Alain Tixier. Je parcours les mers avec Patrick Dexon. Et puis, ça n'est pas simplement une découverte scientifique, c'est aussi une découverte humaine. Et j'apprends auprès de Vera. Où est-elle, ma chère Vera? Elle s'est cachée. Ben, c'est tout à fait du Vera, ça. J'apprends l'exigence élégante à travers Vera. Je suis très heureux d'accueillir pour cette 10e édition. Vous savez, c'est pas facile, un festival. Mais 10, c'est extraordinaire. Je vous souhaite un bon festival. Bravo. Maintenant, je voudrais accueillir Monsieur le maire, Monsieur Alexandre Doriol, pour déclarer ouverte la 10e édition du festival Lume Explore. Vous me prêtez beaucoup d'honneur et de privilèges, et c'est une lourde responsabilité parce qu'au bout de 10 ans, somme toute, c'est pas un chiffre anodin comme le soulevait le président Cornille. C'est un chiffre qui d'ores et déjà institutionnalise et ancre véritablement les choses dans la durée. Ça tombe bien, on en redemande encore et encore. Voilà. Donc fort de cette 10e édition, n'en doutons pas, il y en aura d'autres qui corroboreront encore ce besoin impérieux d'apprendre, de comprendre, de mélanger cet espace scientifique et environnemental pour que, dans cette alchimie bienfaisante, au fond, nous puissions réapprendre à aimer ce qui a fait la vie. Parce qu'entre notre terre et notre ciel, il existe des singularités que l'œil de la caméra rend tout simplement exceptionnelles et qui nous ancre véritablement dans une prédisposition où nous devons, de façon permanente, prendre garde à ce que demain soit meilleur qu'aujourd'hui.
Et pour ce faire, nous avons besoin de réalisateurs, nous avons besoin de scientifiques, nous avons besoin d'explorateurs, nous avons besoin de vous tous pour contribuer à faire de ce monde un monde meilleur pour les générations futures et à venir. Alors merci d'être les acteurs de ce monde-là, merci d'en assurer la promotion et merci à vous tous d'être présents pour cette 10e édition. C'est important pour nous sur la commune de La Ciotat. Merci à vous tous, aussi les élus, de nous accompagner dans ces voyages initiatiques. Bravo à vous. On va déclarer la 10e... je déclare donc selon la formule consacrée, ouvert le 10e festival Ulm Explore pour notre plus grand bonheur à tous. Merci. J'accueille maintenant Jean-Marc Martinez, conseiller délégué à l'environnement, et Jean-Louis, d'après, voilà. Jean-Louis Tixier. Alors généralement ça se fait pas de parler avec le maire de La Ciotat, donc je vais parler en tant que participant à Ulm Explore depuis maintenant quelques années. Quelques années où j'ai pu découvrir quand même un monde fabuleux, je vais les décrire comme ça. Au départ un peu curieux, puisqu'en fait j'allais me diriger dans cette exploration qui est à la fois une exploration bien sûr sur Terre, une exploration en mer, une exploration du ciel, une exploration aussi peut-être ce qui se passe à l'intérieur de soi, que ce soit moléculaire, voire spirituel. Il y a des mondes fabuleux à découvrir ici, et chaque année, j'ai découvert de plus en plus de mondes. J'ai découvert aussi des amis, des personnes avec qui maintenant je peux échanger sur des histoires qui sont aussi les miennes maintenant, puisqu'en fait à les écouter on a l'impression de les vivre aussi. Ce festival il est extrêmement important, moi j'ai appris à le découvrir. Aujourd'hui ça fait 10 ans qu'il est là, je pense qu'il y aura encore des années devant lui. Je lui souhaite donc, je vous souhaite à tous donc un bon festival, bravo, bravo à vous. Adjoint au maire, délégué au cinéma, qui célèbre les 130 ans du cinéma. Alors on ne parle pas après le maire, mais on peut parler après le futur maire peut-être. Donc, il y a les 130 ans du cinéma cette année, et on n'a pas oublié qu'une fois que le cinématographe a commencé à fonctionner à La Ciotat, puis à Paris, puis partout dans le monde, les opérateurs lumière, c'est-à-dire les jeunes, alors c'était surtout les garçons à l'époque, sont allés dans toutes les contrées pour ramener les premiers reportages. Et le cinématographe fait découvrir le monde, c'est ce qui est marqué sur la statue des Frères Lumière à La Ciotat. Donc il était absolument cohérent qu'un troisième festival, il y a 10 ans, naisse à La Ciotat, pour que les opérateurs lumière puissent avoir aussi leur hommage. Donc dans le cadre des 130 ans du cinéma, ce festival a ô combien sa place. Et puis vous savez, ce qui marche de La Ciotat, parce qu'il y a 45e festival des premiers films, il y a le 30e ou 32e festival de court-métrage, il y a le 10e festival Ulm Explore, tout ça parce que ce sont des amis. Et c'est l'amitié. C'est avant tout l'amitié qui permet que tout ça se renouvelle chaque année. Merci. Maintenant, j'accueille Olivier Archambault, président de la Société des explorateurs français. Chers amis, ça ne se fait pas de parler après le maire. Bien, cher Vera, 10 ans, ce que je disais hier soir, 10 ans, un travail incroyable, des bénévoles fabuleux. Vous, un public qui n'a jamais fait défaut, une salle mythique. Et puis, chaque année, nous tous, les explorateurs, qui revenons avec la moisson de l'année. Ou des années, parce qu'un film ou une production, ça prend beaucoup de temps. Et ce que je voudrais dire, je l'ai déjà un peu évoqué hier, mais c'est que dans ces 10 ans, le monde a changé.
il y a peut-être moins de règles internationales, plus de violence, plus de guerre, il y a eu le Covid, etc. Le festival, lui, a traversé, grâce à Vera et à sa persévérance et à vous tous, on a réussi à toujours maintenir le festival pendant tout ça. Et ça, c'est déjà énorme. Et maintenant, puisque c'est l'objet de ce festival, il faut continuer de garder ce que vous avez réussi à faire dans le festival, c'est-à-dire de convoquer la jeunesse et le fameux concours des jeunes réalisateurs auquel on attache une importance absolument capitale. Parce que c'est, je ne sais plus qui disait, une génération est un nouveau peuple. Et donc, dans ce nouveau peuple, mieux on l'éduquera, et plus on aura la suite de l'Humexplore que je souhaite quasi éternelle. Merci. Les jeunes réalisatrices, les jeunes réalisateurs, j'ai toutes mes chances. Alors, à mon tour de vous présenter, de vous proposer de rencontrer quelqu'un de formidable, une dame singulière, qui, il y a peu de temps, sous la rédaction de Frédéric Joignot, lors d'un entretien pour le journal Le Monde, a parlé de l'exploration en disant que c'était toujours repousser les limites de la connaissance. La dame que je vous propose de rencontrer, elle fait partie de ces femmes qui donnent envie naturellement aux hommes de laisser un petit peu plus de place aux femmes. Vera Frossard. Merci Jérôme, c'est très d'honneur, vraiment. Bon, bah écoutez, je suis tellement heureuse de vous revoir tous. C'est vrai que c'est un travail de toute une année. Je suis très bien entourée avec Lily Legal, la directrice adjointe, qui m'épaule. Bravo Lily. Voilà, parce que Lily, elle ne vient pas sur scène, mais je peux vous dire qu'elle travaille autant que moi. Donc ce festival, on lui doit aussi. Et puis évidemment, tous les bénévoles. Alors j'ai beaucoup de remerciements à faire, évidemment, à la ville de La Ciotat en premier, parce que je suis extrêmement bien épaulée, de plus en plus. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci Monsieur le maire, merci Arlette, merci Jean-Marc, merci Jean-Louis. Voilà, sans vous, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Je voudrais remercier aussi tous les partenaires financiers. Alors, ils sont de plus en plus nombreux, merci à eux. L'Office du tourisme, avec Virginie Palombo. Et les fidèles depuis des années, la ville de La Ciotat, donc l'agence de l'eau, avec Pierre Boisserie, Vincent Rigaud et Éric Puffier avec l'Ifremer, Julien Van de Rosirène avec le Casino Plein Air, Emmanuelle Ragoni, directrice du Crédit Mutuel, le conseil départemental et bien sûr la Fondation Iris qui nous soutient depuis le début du festival, c'est-à-dire que ça fait 10 ans, avec Vincent Brinkmann qui est là, qui représente Françoise, qui sera là samedi. Et aussi la Fondation Odysseus et la Fondation François Bell. Merci à tous, vraiment. Je veux aussi remercier les partenaires de compétences. Alors, Nicolas Covarel, directeur des réseaux urbains, président des filiales urbaines du groupe RTM, la médiathèque Simone Veil, qui nous accueille pour la première année. On est très très heureux de ce partenariat, ils sont adorables, avec Sébastien Monroe, Stéphanie Bettoni de Cultura, la Métropole, Relief et la jardinerie de Céreste. Voilà, je dis un grand grand merci à tous. Alors une fois n'est pas coutume, d'habitude je m'arrête là, mais là c'est les 10 ans, donc je me suis sentie obligée de faire un petit speech, voilà, pour résumer un peu ce qui s'est passé depuis 10 ans. Alors j'imaginais pas en commençant cette aventure qu'elle nous emporterait aussi loin, et je remercie Michel Cornille et Jean-Louis Tixier qui ont cru en moi et qui m'ont ouvert spontanément les portes de ce lieu mythique. C'est également les 130 ans du cinéma que nous souhaitons célébrer à notre façon, en rendant hommage aux Frères Lumière à travers le film réalisé par l'Éden qu'on va voir après, dès que j'aurai terminé. On a vu ensemble des dizaines de films magnifiques sur la beauté de notre planète, sur son passé, sur un futur à rendre meilleur. Nous avons découvert de nouvelles technologies, assisté à des débats passionnants qui nous ont éclairés. Des amitiés se sont nouées, des projets ont vu le jour, de belles rencontres ont eu lieu.
Comme pour tout événement, le plus important reste l'humain, les émotions que nous avons pu ressentir dans le partage. Et je me réjouis d'en avoir été l'instrument, avec l'aide de Lily et de tous les bénévoles. Pour tout cela, je les remercie sincèrement. C'est pas fini. Lumexplore a une vocation, celle d'éclairer la jeune génération sur le monde qui les attend, et surtout de montrer qu'il existe des solutions, si chacun s'y met, quel que soit son âge. Les films que nous leur proposons de réaliser ont pour but de les sensibiliser et pour nous, adultes, d'approcher leur vision. C'est très important. Nous leur montrons les outils que nous avons à notre disposition aujourd'hui, et si cela peut les aider à relever le défi dans les années à venir et créer des vocations scientifiques, d'exploration, de protection de l'environnement, nous aurons atteint notre but. J'aimerais pour finir citer 2 auteurs inspirants qui font écho à l'esprit de Lumexplore. En tant que terriens, nous devons reconnaître que toutes les autres espèces vivantes sur cette planète sont aussi des terriens. Ce n'est pas la planète d'une seule espèce, comme beaucoup d'entre nous le croient. Ça, c'est Paul Watson qui a dit ça. Et une petite dernière. C'est seulement lorsque l'homme blanc aura détruit la forêt entière, lorsqu'il aura tué tous les poissons, tous les animaux et asséché les rivières, qu'il s'apercevra que personne ne peut manger l'argent. Ça, c'est le chef indien Raoni du peuple Kayapé. Merci beaucoup, et maintenant on va lancer le petit film sur le cinéma pour fêter les 130 ans. Merci. Lorsqu'il fait construire l'Éden Théâtre sur le boulevard de la Tasse en 1889, Alfred Séguin n'imagine évidemment pas que son Éden deviendra une salle mythique dans l'histoire du cinéma mondial. Et s'il ne l'imagine pas, c'est tout simplement parce qu'en 1889, le cinéma n'existe pas. Alfred Séguin est un entrepreneur de spectacle marseillais et comme il n'a pas pu obtenir l'autorisation d'utiliser le théâtre municipal pour ses spectacles, il décide de construire son théâtre. Ce sera l'Éden Théâtre qui est inauguré le 15 juin 1889. L'endroit choisi pour installer l'Éden est un enclos situé en bord de mer, à proximité de la chapelle des Pénitents Bleus, et qui servait à la fois d'entrepôt de bois et de lieu de rencontre sulfureuse. Peut-être faut-il voir dans cet acte de naissance provocateur la vocation de l'Éden à devenir une salle de spectacle particulièrement appréciée des ciudadans. L'Éden est construit sur le modèle des théâtres à l'italienne, avec 2 longues galeries enserrant la grande salle qui peut accueillir 250 spectateurs qui assistent à des représentations théâtrales, des spectacles de music-hall ou des manifestations sportives de boxe ou de lutte gréco-romaine. Très rapidement, Alfred Séguin cède l'Éden à Raoul Gallo, dont l'épouse, Adélaïde Soula, tenait la buvette de l'établissement. La famille Gallo-Soula restera propriétaire de l'Éden pendant un siècle, jusqu'à son acquisition par la ville de La Ciotat en 1992. Raoul Gallo se lie d'amitié avec un nouveau venu à La Ciotat. Il s'agit d'Antoine Lumière, un photographe et industriel lyonnais, attiré sur les bords du Golfe par la qualité de la lumière, propice à son loisir d'aquarelliste. Sur le terrain qu'il a acheté, Antoine Lumière a fait construire un château, le Palais Lumière, qui est inauguré le 3 avril 1893 et devient la villégiature favorite de la famille Lumière. Les 2 hommes appartiennent à la même génération et au même milieu social, et ils prennent plaisir à se retrouver dans la cour de l'Éden pour bavarder
et boire une anisette sous l'acacia. Or, quelques mois plus tard, en 1895, les fils d'Antoine Lumière, Louis et Auguste Lumière, dont l'invention du procédé photographique des étiquettes bleues avait fait la fortune de la famille, mettent au point un procédé d'image animée, le cinématographe. Pendant l'été 1895, alors qu'ils sont en vacances à La Ciotat, au Palais Lumière, les deux frères, et surtout Louis, utilisent leur cinématographe pour tourner des films qui deviendront les premiers films de l'histoire du cinéma mondial. L'arroseur arrosé, Querelle enfantine, L'entrée d'un train en gare de La Ciotat. Le 21 septembre 1895, Antoine Lumière organise une projection privée de ses films au Palais Lumière à l'intention de ses amis et des personnalités ciotadennes. Raoul Gallo est évidemment présent à cet événement. Enthousiasmé comme tous les spectateurs de cette première séance privée, jusque-là, il n'y avait eu que des expérimentations techniques devant des scientifiques, Raoul Gallo demande à Antoine Lumière d'organiser une projection amicale à l'Éden Théâtre. Cette projection se déroule dans les premiers jours d'octobre devant une cinquantaine de familiers des deux hommes, dont les petites Laure et Marie Chouquet, filles d'Adélaïde Soula, chargées de tourner la manivelle du cinématographe. Mais la technique joue des tours Antoine et la séance improvisée tourne au fiasco. La première séance payante a lieu, toujours à l'initiative d'Antoine, quelques semaines plus tard, le 28 décembre 1895 à Paris, au Salon indien du Café de Paris, devant 33 spectateurs, dont Georges Méliès, qui tente en vain d'acheter le procédé à Antoine Lumière, qui refuse, présentant que cette invention va apporter gloire et fortune à sa famille. Il faudra attendre le 21 mars 1899 pour que soit organisée à l'Éden, baptisée entre-temps Éden Concert, la première séance payante de projection cinématographique avec au programme des vues sortant de la maison Lumière, dont le lancement d'un navire à La Ciotat, une caravane aux pyramides d'Égypte, la sortie d'un transatlantique du port de Marseille. En tout, 19 films Lumière, spectacles des plus scientifiques, absolument moral et intéressant, aussi bien goûté des grandes personnes que des enfants que l'on peut amener sans crainte. 250 personnes assistent à l'événement qui est renouvelé le lendemain. Cette date du 21 mars 1899 suffit à faire de l'Éden la doyenne mondiale des salles de cinéma en activité. En effet, toutes les autres salles de l'époque, comme le Salon indien, détruit en 1900, ont disparu, transformées en hôtels, banques, parkings. L'Éden, où l'électricité a été installée en 1907, propose une activité artistique intense qui va durer près d'un siècle. Les séances de cinéma alternent avec les représentations théâtrales, les opérettes avec les spectacles de music-hall, les matchs de boxe avec les concours de danse, les meetings politiques, les manifestations patriotiques, les fêtes scolaires et les cérémonies familiales. Lieu de rencontre et lien social, l'Éden est une salle populaire qui fait dire que la moitié de La Ciotat a rencontré l'autre moitié au balcon de l'Éden. La photo de Clémenceau rencontrant François Corse, leader syndical des chantiers navals dans la cour de l'Éden, rattache la petite histoire de l'Éden à la grande histoire de l'époque. La première séance de cinéma parlant, le 31 août 1931, déclenche l'enthousiasme de la salle. Certains pleuraient d'émotion et à l'entracte, tout le monde se serrait la main et se congratulait comme pour une cérémonie. Au programme, ce jour-là, La route est belle, un mélo musical. Sur la scène de l'Éden, les vedettes côtoient les débutants. Fernandel y fait ses débuts de comique troupier, Yves Montand chante Les plaines du Far West, Édith Piaf est accompagnée par son accordéoniste, Juel, qui n'est autre que le fils d'Adélaïde et Raoul Gallo, propriétaire de l'Éden.
Bernard Blier, Charles Aznavour, Rina Ketty, Gaby Morlaix, Red Acker brûlent les planches de l'Éden. L'Éden aurait pu mourir le 25 mars 1945, lorsqu'une mine sous-marine allemande endommage la façade du bâtiment. Mais l'Éden résiste. Il résiste aussi à la crise du cinéma des années 60, lorsque la télévision et l'automobile attirent les citadins vers d'autres loisirs. Il aurait pu mourir un soir de décembre 1982, lorsque son gérant, Georges Giordana, est tué et que cesse l'exploitation commerciale de la salle. Mais l'Éden résiste. Une poignée de jeunes gens organise un festival, La Ciotat, berceau du cinéma, qui chaque année vient entretenir la flamme pour quelques jours. L'Éden est racheté par la ville en 1992. Il aurait pu mourir à l'automne 1995, lorsqu'une commission de sécurité ordonne sa fermeture. Mais l'Éden résiste. Le 12 février 1996, il est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, échappant ainsi à toute menace de démolition ou de transformation en restaurant. Autour des bénévoles, des associations La Ciotat berceau du cinéma et Les Lumières de l'Éden, le monde artistique se mobilise pour soutenir l'idée d'une réhabilitation et d'une réouverture de l'Éden qui, laissée à l'abandon et minée par les infiltrations, agonise. Et l'Éden résiste. Un livre raconte son histoire. Un Éden numérique lui redonne vie. Jusqu'à la victoire de ses sauveteurs qui obtiennent que sa rénovation soit programmée dans le cadre de Marseille, Provence, capitale culturelle 2013. Une nouvelle page de l'histoire mouvementée de l'Éden s'ouvre avec la délégation de services publics confiée par la ville de La Ciotat à l'association Les Lumières de l'Éden pour l'exploitation de la salle, doyenne mondiale du cinéma, classée en 2017 salle d'art et essai avec les labels patrimoine, répertoire et jeune public par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour illustrer une programmation particulièrement riche et ambitieuse, l'Éden organise de multiples événements comme la réception de personnalités artistiques ou médiatiques, Belmondo, Lelouch, Fanny Ardant, dont les noms sont portés au dossier des fauteuils rouges, ou des festivals importants comme l'historique festival du berceau du cinéma ou l'Humexplore, consacré aux films d'exploration scientifique et environnementale, en hommage aux opérateurs lumière des débuts du cinéma. Partenaire de nombreux organismes prestigieux comme les cinémathèques françaises et européennes, la Société des auteurs, réalisateurs et producteurs français, les archives Pathé-Aumont, l'Éden s'inscrit désormais résolument dans le paysage du cinéma français contemporain. En 2018, à l'occasion du congrès national de la Fédération des exploitants de la salle de cinéma à Deauville, l'Éden a reçu le prix de salle innovante de l'année, décerné par le CNC pour récompenser sa capacité à allier tradition et modernité à travers la mise en valeur résolument moderne d'un patrimoine historique exceptionnel. Du cinématographe des Frères Lumière aux superproductions hollywoodiennes, l'Éden poursuit son extraordinaire aventure de doyenne du 7e art. De l'histoire. Alors, à moi de reprendre la parole, cette fois pour vous parler des films qui sont en compétition pendant cette 10e édition. On a entendu tout à l'heure parler de le meilleur, être le meilleur, montrer le meilleur. Il y a cette injonction aussi du développement personnel, là, dans ce quart de siècle du 21e siècle, toujours être le meilleur, atteindre le meilleur de soi.
55 films ont été visionnés par les membres du jury et le président du jury. Voilà. Et c'est un énorme boulot. Et donc je propose de vous présenter Florent Muller, réalisateur du Grand Prix Lumexplore 2024, avec son film Lutte des glaces. J'ai fait ce beau travail pour vous donner le meilleur du meilleur, la crème de la crème, et les membres du jury qui l'accompagnent. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup. C'est évidemment un immense honneur et un immense bonheur pour moi d'être dans ce paradis du cinéma et pour présider ce jury de la 10e édition du festival. Je ne serai pas seul et je suis entouré de Olivier Archambault, professeur à l'Université Paris 8, géographe et président de la Société des explorateurs français. Laïla Némé, chercheuse au CNRS et géographe, pardon, excuse-moi, archéologue, je vais y arriver. Sylvie Brieux, grand reporter, réalisatrice multimédia. Et Jean-Michel Corillon, réalisateur, auteur, lauréat de la bourse Iris en 2024. Non, j'ai simplement hâte de voir tous ces films. Merci de votre présence, merci du travail que vous avez fait. En plus du festival des documentaires, du cinéma d'exploration, il y a aussi le festival du livre, et dont la présidente justement est Laurence de la Baume. Oui, parce qu'il n'y a pas que des films, il y a aussi des livres. Les explorateurs sont aussi beaucoup dans les livres. Donc j'ai la chance de pouvoir nommer les membres du jury. Lily Le Gall, directrice adjointe de Lumexplore et responsable édition. Arlette Salvo, première adjointe au maire de La Ciotat. Catherine Van Linden, qui gère nos invités. Hugues de Montal, bénévole Lumexplore. Hélène Canorgue, bénévole Lumexplore. Rémi Borédon, géographe, membre et trésorier de la Société des explorateurs français. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous pouvez venir, juste pour être applaudi. Et maintenant, je vais appeler Lily. Lily, oui, Lily. Là, voilà. Moi, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette 10e année, évidemment. Je vais surtout parler très rapidement d'un prix qui me tient énormément à cœur, le prix de la bande dessinée, parce que c'est un prix dont le jury est chaque année constitué d'étudiants, d'élèves, de scolaires. Pour cette année, c'était 12 élèves du lycée Auguste et Louis Lumière de La Ciotat qui ont constitué le jury de la bande dessinée. Vous les verrez, alors pas tous, ils ne vont pas tous venir, mais vous en verrez quelques-uns samedi. Ils vont vous annoncer quelle est la bande dessinée qui a retenu la majorité de leurs voix et pourquoi. Et voilà, ils sont vraiment dans le sens de notre festival, la jeunesse, qui est une part énorme de notre travail en fait. On travaille pour eux. Voilà, vous les verrez samedi. Et maintenant, j'appelle le président du jury Lumexplore Junior, Éric Buffier, responsable de la communication Ifremer, Méditerranée et Outre-mer. Éric, oui. Alors, en l'absence en l'absence d'Éric, je nomme les membres du jury. Cécile Patsouri. Voilà, Céline Patsouri, bénévole Lumexplore qui gère les scolaires. Thomas Pellissier, chargé de communication Méditerranée et Outre-mer à Ifremer.
Patricia Liotto, bénévole Eden, et Vera Frossard, directrice de l'Humexplore. Celle-là, on la tient. Si c'est pas Eric, c'est toi qui dis quelques mots. Voilà. À mon tour. Je vais me planter moi aussi. J'ai une liste à vous donner. C'est une petite liste, mais vraiment impressionnante quand même, si vous l'écoutez bien. C'est le déroulé des 5 jours à venir. Il y a 23 films projetés, dont plus 7 films juniors. Des débats après la plupart des films. Vente et signature de livres dans la cour de l'Éden. Stand avec animation gratuite sur l'esplanade en face de l'Éden. Ça prend beaucoup d'épaisseur. Des expositions gratuites au village L'Humexplore, dans la chapelle des Pénitents bleus et dans la cour. Des courts-métrages et une exposition à la médiathèque Simone Veil. Des jeux en 3D sous les tentes des expositions. Le spectacle d'Antoine Maximi, J'irai dormir sur scène. Pardon. D'Antoine de Maximi. J'irai dormir sur scène. Oui, oh. Le dimanche 2, je savais bien qu'il allait me planter. Voilà. Le dimanche, avec 2 séances, une le matin et une l'après-midi. Welcome. Laurence, à toi. Alors, nous avons aussi cette année 3 bateaux à quai en face de l'Éden. Le 7e continent avec Patrick Dexon, chef d'expédition qui travaille sur les microplastiques en mer. Love the Ocean avec Ivan Griboval de l'association Océanographe Scientifique, Circumnavigateur, qui contribue à une meilleure connaissance de l'océan et à sa biodiversité, principalement auprès des plus jeunes. Et enfin, le Jonathan 3, avec Pierre Reynaud, c'est un voilier solidaire au service des sciences qui permet d'observer le vivant et de ramasser les déchets. Voilà. Et maintenant, je termine presque en vous disant d'abord, en parlant des exploratrices qui vous invitent le vendredi 12 à 18h30 dans la cour de l'Éden pour discuter avec elles. Voilà. Et enfin, j'invite le public à réserver à l'accueil pour les visites gratuites. Voilà, pour les bateaux et pour le reste, c'est visite gratuite. Voilà. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux festival. Oui. C'est votre festival aussi, pas que le nôtre. C'est grâce à vous qu'il existe. Et de faire des réservations des films à l'accueil ou en ligne sur le site. Voilà. Et bonne chance aux futurs lauréats. Je vous Ils rappelle font des films justes et très très beaux. Oui. Voilà. Et il me reste une personne remarquable à vous présenter ce soir. Un personnage bien connu du Festival L'Humexplore, qui a de nombreuses dimensions. Mais moi, en tout cas, il y a 2 dimensions que je souhaite souligner de cet homme. 2 dimensions qui sont, la première c'est la profondeur, et la deuxième dimension c'est la profondeur. Et je ne me suis pas planté. La première dimension de la profondeur, c'est parce qu'il nous emmène toujours au fond, très très au fond, dans les abysses marines, sous-marines. Et la deuxième profondeur, c'est celle des messages qu'il nous délivre. Laurent Balesta,